Julie Deliquet. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour une émission internet qui s'appelle Raconte-moi la scène. On est sur le grand plateau du Théâtre des Célestins. Et on m'a appris une convention au théâtre, il paraît qu'on se tutoie sur le plateau. Ah. Toi non plus, tu connaissais pas? Pas du tout, je viens de le découvrir. Et c'est toujours une vraie question dans mes spectacles. Est-ce qu'on se dit vous ou est-ce qu'on se dit tu? Souvent, c'est une... Quand on adapte en plus des œuvres d'anglais, par exemple, où la question n'est pas donnée par le texte initial, en tout cas, c'est une vraie hiérarchie sur un plateau. Donc non, nous, on ne se dit pas toujours tu. Mais aujourd'hui, on peut se dire tu. Ah bah parfait, ça m'arrange. Très bien. Et ouais, c'est mon équipe, Jean. C'est l'équipe des machinistes, machinaux du Théâtre des Célestins qui m'ont dit on n'a pas le temps en fait sur le plateau, ça va vite, donc on se tutoie. Et j'aime bien. Bon, pour être honnête, ça vient aussi de mon premier invité, Marc Lenné. On se connaissait un petit peu en dehors. On a essayé de garder le vouvoiement. C'était mort. Ça n'a du tout marché. C'était terrible. Donc je te reçois aujourd'hui puisque tu présentes l'un de tes derniers spectacles, Welfare. Qui n'est pas ta dernière création, si mes sources sont justes. Je crois que tu as mis en scène quelque chose assez récemment au TGP. Non, avec les élèves, du Conservatoire de Paris. Okay. Mais on jouait, c'était au Conservatoire. Ok. Donc on va parler un petit peu de Welfare. On aurait dû se voir la semaine dernière, le lendemain de la première. Ça n'a pas été possible. Et tu en es où de la tournée de ce spectacle? C'est drôle parce que ce spectacle, il a été toujours créé un peu avec des moments un peu exceptionnels. On l'a créé à la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon. Et puis après, dans mon théâtre, dans notre théâtre, au TGP de Saint-Denis, là où on avait répété, là où on avait enquêté, là où tout s'était passé de façon intestine. Donc il y avait aussi une grande émotion à s'adresser au public dionysien, de partager aussi cette expérience-là qui avait été extrêmement fondatrice pour nous. Et puis là, depuis janvier, démarre encore une troisième histoire, qui est vraiment l'histoire qui part sur les routes de ce welfare, qui s'adapte aux différentes dimensions des plateaux, qui traverse les villes. Donc et je l'ai toujours pensé beaucoup avec ces trois aspects-là. Un aspect maison, un aspect hors norme avec Avignon et vraiment un aspect itinérant. Et là, c'est notre deuxième lieu de tournée. Donc on en est au début de l'histoire de cette tournée qui est longue, puisqu'elle s'arrête en mai. Ok. Oui, effectivement, on va en parler de ces changements de dimension, puisque vous avez créé sur peut-être ce qui est le plus grand plateau de France. En théâtre, ouais. Oui. Ouais. Et hier, il y avait une rencontre avec ton équipe, et il y a quelque chose qui m'a un peu surpris. Comment ça se passe, la cour d'honneur d'Avignon? T'es invité, c'est une commande que... Oh non, ça se passe vraiment... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres, mais en tout cas, pour moi, ça s'est passé totalement comme un projet classique, c'est-à-dire d'une rencontre, d'abord avec l'équipe de programmation du Festival d'Avignon, Géraldine Chailloux et Thiago Rodriguez. Donc une rencontre d'abord d'artistes, puis après, quel était mon prochain projet, qu'est-ce que je préfigurais, et puis après la question de pour quel lieu. Mais voilà, tout ça s'est fait assez normalement, j'ai envie de dire, sur l'artistique, avant tout sur l'œuvre, et j'imagine sur le désir aussi qu'eux avaient de travailler avec l'artiste que j'étais. En tout cas, il n'y a pas d'histoire de commande, il n'y a pas d'injonction. Et je sais quand la question de la cour d'honneur s'est posée, ils m'ont posé la question. Est-ce que welfare à la cour me paraissait envisageable? Donc c'est vraiment une collaboration aussi de préfiguration d'un projet qui va évidemment prendre corps et vie dans cet écrin qui est si particulier. Mais ça prend du temps et ça se co-construit leurs équipes avec nos équipes. Ok. J'ai appris un fait que je trouve un petit peu intéressant quand même. Tu es la deuxième femme à présenter un projet à la cour d'honneur après Ariane Mouchkine. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie de parler? Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas eu tant que ça, du coup, des femmes, est-ce que ça te fait quelque chose d'être la deuxième, donc la seconde, en fait, actuellement? En théâtre. Il y avait eu... Voilà, on était trois avec la danse. Ouais. Ah bon, ça reste rien du tout. Ouais, c'est sûr. Toi, ça t'a procuré une émotion particulière ou non, c'est pas vraiment un fait si important que ça? Si une émotion elle n'est pas positive. Je n'ai pas de fierté à être là. Je me dis, je ne suis que... Mais ça a un geste.
Et ce geste-là, c'est Thiago qui le fait et moi qui l'incarne. Mais c'est un geste politique et historique de notre histoire du théâtre et du théâtre français. Mais ça ne peut pas être quelque chose dont on se dit j'incarne. Non, en fait, on se dit juste j'espère que... mais on est dans toutes les questions d'égalité aujourd'hui, que ce soit sur la parité, que ce soit sur la diversité, que ce soit sur toutes les questions de la représentation des égalités. On est très en retard, mais on est au travail. En fait, ça, pour le coup, j'ai senti que c'était une action. Mais tout comme Welfare est une action. Welfare, c'est très dur ce qui est dit. Mais moi, ça ne m'écrase pas dans le sens où c'est dit. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où c'est nommé, en fait, on agit dessus. Et ben, évidemment, le fait d'être à la Cour d'honneur, ça agit sur un rattrapage énorme à faire pour hier et surtout pour demain, évidemment. Donc, moi, je suis à cet endroit-là et je l'incarne. Et puis, moi, c'est mon présent. Donc je suis active, on va dire, par rapport à ça. Mais c'est pas le symbole, il existe juste comme une prise de conscience collective en nommant que ça n'est que. Mais c'est sûrement pas en disant « Ah là là, bravo », enfin, ça n'a aucun sens. Ce serait plutôt de se dire « Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?» Donc je pense... très concrètement que c'est un symbole voudrait dire que c'est bon, c'est fait, puis on peut repasser comme avant. Là, non, en fait, pour moi, c'est le début d'un nouveau monde sur lesquels les programmateurs d'aujourd'hui, et dont je fais partie, avons une mission à agir dessus, puisqu'on en a la possibilité. Ça me parle à partir du moment où c'est dit, c'est nommé, ça existe en fait. Je trouve ça très important. Et je vais rebondir là-dessus. Pour se recentrer sur Welfare. Donc Welfare, pour le coup, c'est un peu une commande de Frédéric Wiseman, de documentariste. Ça a été plutôt une proposition, parce que honnêtement, si ça avait été une commande, je ne l'aurais pas fait, parce que je ne fonctionne pas comme ça, puisqu'un projet, il doit profondément nous appartenir. Mais on va dire, ça a été plutôt, presque il m'a même offert son œuvre, tout en disant, tu le portes ou pas, mais je te le donne. Et donc, on passe du cinéma à la scène. On va reparler de tout ce travail d'adaptation. Mais la première chose qui m'a saisi, c'est... au cinéma, il y a une facilité à provoquer de l'émotion avec un gros plan, avec des micros. Et au théâtre, du coup, on n'est pas du tout là-dedans. Et, alors, j'ai pas vu ton spectacle à la Cour d'honneur, mais déjà, de le voir sur le grand plateau, il y a quelque chose qui m'a saisi. C'est l'intimité que les protagonistes, en fait, se hurlent parfois. Et j'ai trouvé que ce geste-là resserrait tout. Et on avait un plan large qui se transformait en fait en zoom, parce qu'ils nous hurlent leur intimité. Et en la hurlant, en plus, elle devient une parole publique. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, complètement. L'idée, c'était vraiment comment le privé devient public, puisque même dans l'œuvre, même si c'est éminemment impudique, violent, de devoir redonner son histoire pour obtenir un droit, puisque le droit social est un droit, quand même, c'est zoomé. Et puis Wiseman, il filme vraiment il fait des portraits. L'idée était de dézoomer l'œuvre, tout en donnant la possibilité aux spectateurs de recréer leur propre caméra subjective et d'alterner entre ce plan quand même général qui capte tous ces gens enfermés dans un même cadre, mais où à l'intérieur duquel les personnages, acteurs, vont devoir se saisir eux-mêmes d'un zoom. Autrement, ils sont écrasés par la masse. Et du coup, ce geste-là, il demande de l'effort. C'est-à-dire comment je vais exister, comment mon histoire va marquer, mais comme dans une scène de concours, quand on passe des concours dans les écoles de théâtre, comment ma scène en 3 minutes va convaincre par rapport à celle d'avant. Seulement là, ils jouent leur vraie vie. Et du coup, ils se disent, est-ce que même mon histoire est suffisante ? Donc peut-être il va falloir que j'en rajoute. Mais c'était un travailleur social dionysien qui nous avait dit, mais on ne ment jamais pour rien. En fait, c'est des stratégies de survie. Et cette chose-là, presque de les mettre en arène, c'est-à-dire qu'il y a le public qui est le vrai public, qui vient voir la représentation, mais il y a le public du plateau, qui est là et qui a un public à dompter aussi, parce que c'est un public impatient, c'est un public qui peut être empêchant aussi. C'est comme s'il fallait prouver sa légitimité pour pouvoir espérer un semblant d'attention, de compréhension, trouver le bon mot. En fait, c'est pas tant... On n'a pas d'écriture, c'est que de l'oralité. C'est des gens qui ont parlé. On n'a aucun auteur derrière ce qu'on dit. En revanche, ces gens ont parlé pour obtenir quelque chose. Obtenir de se faire comprendre.
obtenir quelle était leur difficulté, quelle était leur compréhension du quiproquo qu'ils doivent essuyer en ce moment et qui les met en grande difficulté pour leur loyer, pour leur chèque nourriture, etc. Et donc, il y a un rapport à la parole qui est presque comme un muscle. Donc, il s'agissait de retrouver cette densité autrement que dans le film, c'est-à-dire presque par les corps. Et qu'en même temps, cette chose-là, elle est tellement poussée. En fait, moi, j'ai une grande horizontalité dans mes spectacles. Donc, c'est l'individu qui pousse en verticalité et du coup, qui recrée un zoom. Parce qu'on est presque le spectateur, mais c'est dramaturgiquement, il est presque obligé de rentrer dans son monde. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire avoir une grande horizontalité dans son théâtre? Moi, je passe par le groupe, c'est-à-dire que... le groupe, je ne le considère pas comme un chœur, c'est-à-dire pour moi, le groupe n'est pas une masse, tout comme le spectateur. Moi, j'aime jamais autant que deux personnes assises l'un à côté de l'autre n'aient pas du tout le même avis sur qui sympathique ou pas au plateau. En fait, tout ça est une question de subjectivité, parce que c'est de l'humain. Et qu'en fait, l'humain, on se dit, dans Welfare, tout dépend sur qui on tombe, mais aussi qui dépend sur qui on tombe, à quel moment. Parce qu'en fait, il suffit que la personne ait été énervée par la personne d'avant, on se dit « merde, c'est moi après, ça va pas le faire ». Ou l'inverse. Et donc, en fait, et ça c'est humain, ça veut pas forcément dire que la personne est comme ça. En fait, moi je pars du principe que ce qu'on voit, c'est un moment présent. C'est là où je parle d'horizontalité, mais même avec le public. C'est un moment présent partagé. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ça veut dire que c'est comme ça tous les jours. C'est sans doute pas loin d'être comme ça tous les jours. Mais là, on a vécu ce moment. Comme un cinéaste, j'imagine, en documentaire, quand il filme beaucoup et qu'à un moment donné, il est face à une scène et qu'il se dit « Oh putain, génial que j'ai été là aujourd'hui ». Parce que ce truc-là, je pense que ça ne se passe pas tous les jours. Et ben, c'est donner cette sensation que cet accident-là, on l'a vraiment travaillé au plateau pour qu'il advienne et qu'on le partage tous. Et donc c'est ça où je parle d'horizontalité, c'est qu'en fait, si on remonte, on se dit mais cet accident, s'il n'y avait pas eu ça avant, en fait, on n'y serait pas arrivé. Donc il y a une interdépendance les uns des autres dans la différence. On n'est pas une sorte de mêlée pour une montée dramatique, qui serait d'ailleurs plus de l'ordre de la fiction. On ne travaille pas sur des montées, on travaille plus sur des imbrications très anarchiques qui font que quand même, à ce moment-là, si le personnage se dit « bon, mais moi, là, je vais lâcher les chevaux, je vais finir en larmes et tout », mais c'est peut-être pas parce que c'était plus dur que d'habitude, c'était de se dire « vu ce qui s'est passé avant, si je fais pas ça, je suis cuite. Et quand même, mes enfants vont mourir de faim. » Ça, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il y a comme une force et qui n'a pas été donnée par la psychologie du personnage, qui a été donnée par la nécessité du partenaire. Et qui est une nécessité pas forcément empathique, qui est juste, en fait, si je veux m'en sortir, il va falloir que je fasse par-dessus l'autre, donc avec ce que m'a donné l'autre. Et donc, on coexiste par l'autre. Et moi, ma mise en scène, elle existe par les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dessin très lâche qui fait qu'en fait, après, c'est les acteurs qui s'en emparent. Et j'en accepte aussi toute la porosité, tous les défauts et tous les éclairs, des fois géniaux, qui arrivent par le présent. Mais moi-même, il y a une forme de dépossession. Parce qu'autrement, ce ne serait pas juste. Autrement, on serait dans quelque chose de plus dessiné ou de moins organique et de plus chorégraphié. J'ai un rapport de chorégraphie, mais totalement instinctive, et du coup qui est complètement à redessiner le lendemain. Donc c'est là où je parle d'horizontalité, parce que finalement, la verticalité, c'est des sursauts d'enjeux, mais c'est jamais, y a jamais quelque chose qui est au-dessus de l'autre, en fait. Cette chose, elle est toujours à gagner. Et ça, c'est y compris pour les personnages, y compris pour la mise en scène, y compris pour la technique. En fait, on suit le mouvement dramaturgique. On est imbriqué dans un maillage extrêmement collectif, mais pas choral, dans le sens où les individus sont très responsables, pour le coup, de ce qui va arriver après. Et donc, on compte sur eux. On n'est pas du tout sur l'effacement non plus de la personne. Ok. Bon, j'avais pas envie de partir tout de suite sur ta direction d'acteur, mais là, on en parle tellement qu'on va y aller. J'ai vu 8 heures ne font pas un jour, j'ai vu d'autres de tes spectacles, mais en captation, donc c'est quand même très différent. J'ai l'impression déjà que tu aimes le théâtre où il y a beaucoup de monde au plateau. Pour cette raison-là. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Je crois que je ne saurais pas faire. En fait, à partir du moment où il serait 2, 3, la question de la performance arriverait là où,
honnêtement, moi qui travaille toujours en collectif, et là je parle même en dehors du plateau, travailler avec un groupe, on ne peut pas avoir 10 personnes fatiguées au même moment. Ou alors, c'est qu'il y a un problème, il faut se remettre bien en question, il faut carrément arrêter. Mais je veux dire, il y a toujours, en fait, il y a un mouvement d'infini qui fait qu'il y a une redistribution des forces et des faiblesses en permanence, qui fait que ça prend du temps, ça prend du soin, il y a plus d'emmerdes, mais aussi beaucoup plus de possibles. Il y a des cycles, en fait, je trouve. Il y a quelque chose de... Ça bouge tout le temps. Il y a une action. Et qui fait que même moi, je m'exprime à travers tellement de monde que finalement, il n'y a jamais de séduction entre nous, il n'y a jamais d'intime. En fait, moi-même, je dis tout devant tout le monde, tout le temps. Tout à l'heure, je fais des notes, je dis les choses à chacun, mais devant tout le monde. Parce que pour moi, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est de dire, puisque ça me questionne et que tu es concerné, ça nous questionne. Et tout le monde sait, quand je redonne des chantiers de travail, que ça va être testé en live devant les gens et que ça concerne tout le monde, pas que celles et ceux qui sont moteurs de cet endroit. En fait, il y a une conscience que on est dans un objet commun. Et donc ce commun-là, il faut quand même qu'il se décline à partir du moment où où il devient trop incarné par l'individu, où il ne se noie pas un tout petit peu dans un corps collectif. Pour l'instant, j'avoue que je ne saurais pas comment m'exprimer. Ou alors différemment avec peut-être une caméra au cinéma, mais parce qu'aussi je pourrais capter quelque chose du réel une fois. Au théâtre, il s'agit de refaire. Donc ce mouvement-là, comment en le refaisant, on le remise, mais en vrai. On ne se dit pas, on se réinvente. Non, c'est une repremière fois. Ça, avec un groupe, honnêtement, ça s'arrête. C'est impossible que ça s'arrête jamais, sauf si ça se passe mal. Mais pour le coup, je crois que j'aime tellement ça que ça s'est jamais mal passé. Est-ce que c'est ça qui fait que tu préfères, parce que je crois que c'est le cas, le théâtre au cinéma? Parce que finalement, si on regarde Welfare de Wiseman, on peut le regarder plein de fois, c'est toujours le même film. Oui. Alors que ta pièce, votre spectacle, parce que vous êtes une équipe, je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai vu hier, Ouais. Bah, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Et c'est pas la même vitalité non plus. Hein. Ouais. Est-ce que c'est ça qui fait que tu préfères peut-être la mise en scène? En tant que créatrice, en tant que spectatrice, je ne dis pas, n'aime pas un plus que l'autre. Ouais. Après, quand même, en tant que spectatrice, le théâtre peut me bousculer à un endroit physique, hein, j'entends, même pas dans j'aime ou j'aime pas. Hein. Vraiment dans le côté vivre un instant avec d'autres gens, face à d'autres gens. Cette chose-là, je la trouve, quand on la ressent, je la trouve quand même... totalement bouleversante, c'est-à-dire je peux ressortir vraiment changée. Et j'ai pas tout à fait la même chose. C'est plus intime au cinéma. C'est une histoire de moi avec moi, mais c'est moins une histoire de moi avec les autres. Et au théâtre, c'est ça. Et dans le travail, infiniment. Évidemment qu'au cinéma, ce qui m'attire, c'est travailler avec les enfants, travailler avec des personnes très âgées, en fait, travailler avec des animaux, travailler avec tout ce que le théâtre fait qu'on l'utilise, nous, dans la recherche. Mais en fait, cette chose-là, elle n'est pas... évidemment que l'humain, ça demande une endurance quasi sportive, mes spectacles, qui fait que ça reste dans un cadre très professionnel. Et c'est vrai qu'au cinéma, capter une fragilité, un instantané, dans le collectif, c'est sûrement ça qui pourrait m'attirer, c'est en tout cas aller à la rencontre de gens que je ne pourrais pas avoir sur un plateau. Mais ce serait une quête humaine et de collectif quand même. Quand je dis ça, ce serait travailler sur le thème de l'école ou comme je l'ai fait à l'hôpital, en fait dans des corporations aussi, où on se dit cette chose-là, on limiterait sur le plateau, alors que là, on peut le capter. Mais cet hyper-vivant, en tout cas, et cet humain, en fait, questionner l'humanité par l'humain. C'est ça et c'est cet artisanat-là, c'est-à-dire de dire moi je veux juste des gens. Alors évidemment, c'est juste que j'en veux beaucoup. Mais cette chose-là, elle continue totalement à me faire vibrer, mais même en tant que citoyenne. Enfin, ça donne énormément de sens à beaucoup de choses de la vie, de travailler avec du monde. Ok. On n'a pas du tout parlé du pitch de la pièce. En même temps,
En général, je demande à l'invité s'il veut le faire ou si je le fais. Et puis hier, je pensais à notre entretien qu'on allait avoir aujourd'hui. Et il y a une phrase qui m'a marqué, qu'on n'entend pas forcément très bien, puisqu'elle est prononcée par ici. Il y a une des comédiennes qui dit « Pour loucher, il faut être deux ». Et en fait, j'ai l'impression qu'où elle faire, c'est ça, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ouais, complètement. Alors, c'est une phrase d'improvisation qui voilà, hein, c'est pas du tout, c'est pas dans le... Mais c'est des choses comme ça qui sont... Nous, on improvise. L'improvisation, elle est toujours au service de la dramaturgie. On n'est pas dans le commentaire. C'est-à-dire que si quelque chose, au bout d'un moment, s'écrit, c'est parce que cette chose en mineur que tu vois, tu as vu et que tu as entendu et que... 3/4 de la salle n'entendent pas, c'est exactement fait pour ça. C'est-à-dire que des fois, c'est de se dire, tout n'est pas adressé à tous, mais il y en aura peut-être quelques-uns qui tomberont sur cette chose-là. Parce qu'à un moment donné, la question de l'autre entre en jeu à la pause, puisqu'on est dans un centre social d'urgence, hébergé dans un gymnase d'école pendant les fêtes de fin d'année à New York, au milieu des années 70. Et qu'il y a une première matinée comme ça où les entretiens s'enchaînent un peu à la chaîne. Et puis il y a une pause où les demandeurs sociaux vont se retrouver seuls sans les travailleurs qui sont partis déjeuner, en présence du policier qui est chargé de leur surveillance, et ils vont se rencontrer. Et donc, à ce moment-là, la question de la rencontre arrive. Et quand tu es dit « il faut être deux, pour loucher, il faut être deux », ils entendent qu'ils ont finalement les mêmes problèmes et que c'est peut-être pas eux le problème, mais le système. Et on a l'impression que c'est la première fois qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... c'est comme quand on a mal, c'est comme la douleur, on est tellement obsédé parce que ça fait trop mal, par son propre cas, qu'on n'arrive pas à voir qu'en fait, c'est un symptôme, mais c'est pas... La maladie, elle est ailleurs. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se réouvre chez eux, c'est la question de leurs conditions. Mais de leurs conditions humaines d'hommes et de femmes. C'est-à-dire, être usagé, ça ne veut rien dire. Il y a autant d'hommes et de femmes et autant de citoyens, de citoyennes que d'usagers. Ça ne définit pas. Du coup, on est dans un mouvement plus géopolitique qui questionne la place des femmes, qui questionne la place des vieux, qui questionne la place des Afro-Américains, qui questionne la place... des militaires, c'est-à-dire donc des guerres. Donc quelle guerre ? On est en fin de guerre du Vietnam. En fait, il y a tout un mouvement qui advient, mais encore une fois par l'autre et par le soin aussi que donne l'autre à regarder son semblable, tout en disant on ne se ressemble pas plus que ça non plus, voire même on est extrêmement différents et on s'aperçoit que la solidarité comme l'extrême violence arrive aussi chez eux. C'est-à-dire que ce n'est pas manichéen. Weisman, il ne dépeint pas une œuvre de morale. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison. En fait, on est sur des gens au travail, des travailleurs sociaux travaillent pour tenter de se dépatouiller avec l'administratif qui veut ranger l'humain dans des cases alors que ça ne rentre pas. Mais quand même, pour débloquer de l'argent public, on est bien obligé de passer par de l'administratif. Donc ils se débattent avec cette injonction paradoxale en permanence, face à des usagers qui sont dans une telle détresse, qui de toute façon, ils nomment les choses parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc ils se disent, de toute façon, ils sont au bord de tomber, de leur propre pays, de leur propre histoire, de leur propre vie. Donc en fait, ils nomment, et donc en nommant, ils disent de toute façon, mon besoin est tellement grand que même s'ils obtiennent quelque chose, ça ne sera pas suffisant en termes de délai, en termes de besoin, et donc ils ne pourront pas se comprendre. Mais ils ont raison tous les deux. Je veux dire, il s'agit juste de dire qu'effectivement, l'économie n'est pas assez au service de social et assez à la mesure de ce qui se passe dans la réalité de ces gens-là, que ce soit pour le corps au travail ou pour le corps à accompagner dans le droit social. Donc c'est plus complexe que de dire il y a les victimes. En fait, ce n'est pas une œuvre de victimisation. Oui, absolument. Là, tu soulèves un point qui me paraît absolument fondamental, que ce soit dans le documentaire ou dans ton travail. C'est que moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on me faisait la morale pendant 2h30. Il y a un message, sans doute, mais qui est assez libre.
Et j'ai envie de rajouter, parce que pour moi, c'était une clé de lecture et d'entrée dans ton spectacle fondamentale. Wiseman dit « c'est sans doute mon film le plus comique ». Et j'ai tellement ri. Mais oui, oui. Et hier, pendant la rencontre, il y avait des jeunes de terminale et il y en a un qui disait « ouais, c'est un peu étonnant quand même parce que vous abordez des sujets profonds, des sujets graves et quand même, ça rit beaucoup. » Mais on rit des situations, on ne rit pas de l'humain. Exactement. C'est-à-dire on ne se moque pas de la personne. Je crois que c'est pas possible. On rit de la situation qui est... c'est absurde. Qui est absurde, mais qui est... Mais il y a... En fait, mais comme dans la... J'ai pu accompagner certains protocoles expérimentaux de chimiothérapie où il fallait signer, c'était, comment on dit, des effets secondaires, la mort. Mais on explose de rire. Ouais. Mais c'est pas que c'est drôle, hein. C'est qu'en fait, c'est tellement fou. Et qu'en même temps, je comprends qu'il faut le mettre. Donc, c'est même pas de dire, mais il faut pas mettre ça. C'est qu'en fait, on est tellement au-dessus de la normale qu'en fait, c'est fou, mais c'est ça. Et du coup, le rire est très proche du tragique. Mais on n'est pas dans le sentimental. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sentiment. On est dans l'émotion. Et l'émotion fait que les rires, les larmes... En fait, qu'est-ce qui fait que ça... Mais c'est parce que c'est tellement engageant, en fait, en termes de vivant, qu'effectivement, moi, quand je regardais les répétitions, quand je travaillais, j'étais souvent très animée de rire, mais pas parce que je trouvais ça drôle, parce que ça m'animait de façon vivante. Donc ça se traduisait comme ça, parce qu'en plus, dans le travail, finalement, le rire est une sorte de pulsion. L'émotion ou les larmes, il faut trouver quand même une sorte en tout cas dans le travail, on n'a pas forcément de lâcher prise pour être dans cet échange-là avec le récit. Mais oui, c'est étonnant. Et dès la première à la cour d'honneur, il y a eu ce rire. Ok. Et alors on va parler je rebondis un petit peu du coup sur la méthode de travail, sur les acteurs. Est-ce qu'il y a parfois, tu as eu des salles où ça ne rit pas du tout? Non. Et ça rit pas au même endroit. Ok. Et ça rit pas forcément. Le rire, en plus, il y a quelque chose où, quand une salle se l'autorise, et puis des fois, elle se l'autorise pas, donc elle le fait plus tard. En fait, c'est plutôt des choses de différé en termes de rapport au temps, mais aucune réaction, non, ça nous est jamais arrivé. Ok. Et donc, on va parler de ta méthode de travail, parce que j'ai l'impression que j'ai eu la chance d'avoir accès à des gens qui ont travaillé avec toi, et j'ai l'impression que tu prends beaucoup plus de plaisir dans les répétitions que dans le spectacle final, entre guillemets, et que ça t'amuse beaucoup plus. En tout cas, je ne suis pas dans le spectacle final, donc non, mais mon travail, il s'arrête pas, mais il est moins actif. C'est encore une autre phase. C'est une phase... moi, la phase des répétitions, c'est une phase de gestation, très laborantine, très scientifique, de façon ludique, hein, mais je veux dire, comment fabriquer un être vivant qui est vivant quand même, parce que c'est vrai, hein, je veux dire, il ne s'agit pas... Et du coup, puisqu'il sera vivant, derrière, il va falloir qu'il grandisse, qu'il apprenne à marcher, mais tout ça, moi, je me dis, c'est une fois qu'il est sorti. Ce n'est pas mon problème, en fait. Alors ça pose la question de la création des personnages, et justement... à quel point c'est différent de créer des personnages qui viennent, par exemple, d'un récit, du théâtre, d'une pièce, alors que là, on est sur du documentaire. Donc, comment, toi, tu as construit ces personnages-là? Alors ça, c'était surtout différent, je dirais, pour les répétitions, ça ne change pas grand-chose, dans le sens où, moi, je pars d'abord de l'acteur. En fait, je pars du principe que, quand on commence les répétitions, je crois à rien, si ce n'est aux gens que j'ai réunis. Donc, j'ai envie de les connaître, pas pour ce qu'ils sont en vrai, pour ce qu'ils sont par rapport à l'œuvre qu'on raconte. Donc, dans un premier temps, on est vraiment presque dans une étude au plateau, hein, je veux dire, c'est pas autour de la table, où je vais d'abord partir beaucoup plus d'aujourd'hui, de notre présent, de ce que sont les hommes et les femmes que j'ai réunis pour le projet, pour qu'on bascule, mais vraiment basculer, hein, dans la fiction, pour qu'au bout d'un moment même, je crois à la fiction, qui fait que je n'ai même plus besoin de revenir à aujourd'hui, au réel, pour y croire. Enfin, c'est Fellini qui fait ça dans Elena Veva. Il fait
il fait toute une scène où il y a toute l'arrivée du cinéma. Donc au début, on est noir et blanc, et puis arrive le son, et puis après arrive le cinéma parlant, puis après arrive la couleur. Et puis, il y a toute une sorte de monde qui pousse, puis après on est dans une hyperfiction, et à un moment donné, il redescend sa caméra, et on voit tous les techniciens de Cinecittà qui activent un faux paquebot. Donc on voit que tout est faux. La caméra remonte et on y croit encore plus. Et il y a un phénomène comme ça dans mes répétitions. C'est-à-dire qu'au début, j'ai besoin d'assister à toute la fabrication parce que je n'ai pas 4 ans et demi et que je me sens... Quand on commence à Saint-Denis les répétitions en avril 2023, je ne crois pas qu'on est à New York en 73. En fait, je ne crois pas à ce que... mais je me dis, je sais qu'on va y arriver. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas y arriver, c'est comment. Et du coup, je veux assister à ce comment. Et une fois qu'il a pris, presque, on peut me remontrer, souvent je fais ces expériences-là, vraiment qu'on peut tout me déshabiller en montrant « regarde comme c'est faux », on me rehabille, j'y crois encore plus. Alors, c'est comme si ça avait pris sur nous. Mais ça, moi, je suis une bonne... moi, je suis la spectatrice la plus disponible et la plus difficile aussi, puisque je sais beaucoup plus de choses que la troupe quand elle arrive, et qu'en même temps, je suis disponible à ne plus rien savoir. C'est-à-dire à ce qu'on me dise... En fait, je dis, ça m'appartient, dépossédez-moi. Mais par contre, faites comme vous voulez et on a le temps. Je veux dire, il suffit même que je sois dépossédée 4 secondes pour me dire, c'est quand même 4 secondes, quoi. Et c'est 4 secondes, et dès le premier jour, ça peut être 4 secondes, ça peut être 1 heure. En fait, c'est pas moi, j'attends pas, comme pareil, dans la friction, j'attends pas une montée de mes répètes. Je me dis, ça peut arriver au bout de 2 jours. Mais je sais que je me dis, ça se trouve, ça arrivera au bout de 30. Alors, ce que tu décris là, est-ce que tu arrives grâce à ce qu'on m'a expliqué, c'est une impro-plage? Ça dépend, en fait. En fait, mes méthodes, elles sont quand même très en adéquation. Le fond et la forme se répondent. Donc, pour répondre en tout cas à Welfare, la phase la plus scientifique et biologique de différence entre un documentaire et une fiction, ça a été l'adaptation. C'est-à-dire qu'étudier 50 cas sans auteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Parce que souvent, même si je travaille avec beaucoup... Fanny Alexandre, c'était 19, mais il y a Bergman, il est tout seul derrière. Donc il y a quand même quelqu'un qui a décidé de réunir là, c'est des gens qui étaient là, et puis de se dire pourquoi il dit ça à ce moment-là. C'est un peu comme si on dit pourquoi on rit dans un enterrement. Est-ce que finalement la personne elle a pensé à quelque chose? Est-ce qu'elle a vu quelque chose? Est-ce qu'elle ne sait pas? En fait, on n'aura jamais la réponse. Donc c'est comme s'il fallait prendre le temps d'étudier un corps, comment il vit, comment il respire, plutôt que de se dire comment il fonctionne. En fait, ça, on ne saura pas. Mais comment il est, oui. Donc on a pris un temps. Une fois que ce temps-là, on a vraiment opéré par greffon, c'est-à-dire qu'on a fusionné non pas des gens, mais des thèmes. En disant quel thème on va garder. Et du coup, on a reformé des êtres humains qui sont devenus faux, puisqu'en fait, dans les personnages de Welfare, ils en contiennent plusieurs. Donc on n'a pas imité leur visage, on a porté plusieurs voix. Donc quand les acteurs arrivent en répétition, déjà, je leur ai fourni une matière qui s'apparentait plus à de la fiction, en disant, par contre, c'est une fiction qui est morte, c'est vous qui allez mettre en vie ces personnes qui vont devenir votre personnage. Que tu appelles les personnages mondes, si je ne me trompe pas. Oui, en tout cas, là, il s'agissait, ça a été vraiment toute une réflexion avec Julie André et Florence Evos qui m'accompagnent en adaptation. C'était, au début, on a fusionné, entre guillemets, nos personnages chouchous. Mais très vite, ça ne fonctionnait pas, puisqu'en fait, il y avait quelque chose qui résistait, c'est-à-dire mettre 2 humains ensemble, 3, 4, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et c'est quand on a trouvé comment chacun portait un thème, et du coup avait une fonction. À partir de là, il recevait les greffons parce qu'en fait, il recevait, même si c'était les mots de quelqu'un, des fois qui n'avait pas le même genre, pas la même couleur de peau, pas le même âge, mais qui avait la même quête, la même problématique. Donc après, il s'agissait de... Moi, je ne travaille pas par emploi, j'ai fait la distribution dans un second temps. J'avais réuni toute la troupe sans savoir qui jouerait quoi. Et après, j'ai fait une distribution. Dans ma tête, ils sont passés sur plein de rôles différents. C'était comme si, voilà, maintenant, c'est ton corps et ton visage qui va lui donner vie. Mais ce n'est pas ça qui m'a servi de moteur. Moi, c'était ce qui était dit, ce qui était nommé, ce qui était crié. Une problématique quand même commune qui avait accueilli différents êtres humains qui allaient être réincarnés dans une seule peau.
Donc finalement, j'ai l'impression que par rapport à la méthode de travail qu'on m'a décrite sur tes précédents projets, ça a été très différent pour Welfare. Ben, ça, je parle de l'adaptation. Ouais, ok. Parce qu'après, une fois qu'on arrive en répétition, j'arrive avec une adaptation qui a été travaillée pendant 9 mois, pas à temps plein, hein. C'est assez long parce que c'était assez laborieux aussi en termes de masse. On avait quand même, la traductrice avait fait un travail magnifique, mais une Bible très épaisse. Quand j'arrive en répétition, je ne dis pas on va jouer ça. Je dis ça, c'est notre travail. Donc maintenant, c'est votre base. Comme nous, notre base, c'était les rushs, le film de Wiseman, et que je ne voulais pas voir ces rushs. Ouais. Pour moi, c'était son travail à lui. Ben là, je suis arrivée avec notre travail à nous trois, en disant maintenant, ça va devoir être le vôtre. Donc, mettez-moi ça en pièces. D'ailleurs, Wiseman, en parlant de son travail, dit qu'il fait une fiction. Mais bien sûr. Il dit cinéma vérité, vérité de quoi ? Parce qu'il fait un montage, en fait. Il dit, en fait, à partir du moment où il dit notre seul œil humain n'aurait pas vu ça comme ça. Même s'il ne met pas de voix off, il ne met pas de musique, finalement, on a un rapport tous les deux à la mise en scène assez radical là-dessus, c'est que des humains, mais il laisse déjà des temps longs, mais ces temps longs sont trafiqués. C'est quand même pas du vrai. Ça ne s'est pas passé cette journée-là, dans ce sens-là. Il a filmé pendant 1 mois, donc il fait de toute façon déjà une œuvre de fiction, seulement il ne choisit pas les dialogues. Donc moi j'ai dit, on va recréer une autre forme, pas celle de Frédéric Wiseman, la nôtre, mais on n'aura pas choisi nos dialogues, pareil. Ça va être les leurs. C'était ça. Et donc à partir de là, on refractionne toute l'adaptation, donc on ne la joue pas, on la recasse, comme si on redémontait une voiture en disant on va la remonter, peut-être qu'elle lui ressemblera très fort, ou peut-être pas du tout. Ça, moi, ça m'est égal. Ce ne sera pas la même voiture, mais on sera quand même parti de ça. Puis moi, j'ai quand même l'ossature de départ, et donc elle me sert quand même un petit peu de squelette, tout en disant, elle n'a pas besoin de lui ressembler après. Mais je sais qu'on est parti d'elle. Donc même si on abandonne des choses, même en adaptation, on les a travaillées. Donc en fait, elles sont là. Elles sont prêtes à partir. À un moment donné, on dit là, OK, il faut que ça... Même si on adore ce moment-là, c'est le moment de s'en séparer. Mais il est là. Donc dans les répétitions, je travaille très peu le spectacle en lui-même. Je travaille d'autres spectacles. Tous les jours, j'arrive avec une feuille de route, un scénario, très proche du cinéma pour le coup, que je leur donne, un scénario très artisanal, oral, des fois avec des iconographies, des choses un petit peu, des dates, des choses historiques. Je leur donne un contexte qui est une autre situation que celle de la pièce, qui va abriter les mots de la pièce. Et du coup, évidemment que ces mots-là vont sortir dans un autre contexte, donc autrement. Mais pas parce que l'acteur s'est dit comment je vais jouer aujourd'hui, c'est qu'en fait, il sera tellement dans une situation autre que même s'il dit la même chose, ça va lui ouvrir un autre pan. Et c'est là où on déconstruit notre modèle et du film et de l'adaptation en se disant c'est fou ce truc qu'on pensait tragique, en fait on l'a fait dans un match de basket. En fait c'est comme si l'épreuve de la situation allait faire que chacun et chacune va trouver une place en fonction de la situation et en fonction de son partenaire. Pas en fonction de ce qu'on s'est imaginé chacun et chacune. Autrement, pareil, moi j'ai une vision, mais qui est unique. Or, moi je me dis, dans l'expérience, on se donne la possibilité de vivre quelque chose de plus grand ou peut-être juste quelque chose d'autre. Parce que des fois, c'est pas tant chercher l'exceptionnel, hein. C'est juste de se dire comment on sort du cliché, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le grand peut sortir sur le petit ou le petit peut sortir sur du grand. Quand je t'entends parler et quand j'ai fait mes recherches, ça vient confirmer, je crois, une sensation. Toi, tu as été attirée par le théâtre toute petite. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, tu joues à « on aurait dit que ». Oui. Ah non, mais il y a quelque chose de très enfantin. Il y a quelque chose de très important, de très sérieux, mais de pas grave du tout. C'est-à-dire que c'est de la reconstitution humaine sans aucune... il n'y a aucune gravité médicale. Je veux dire, on ne sauve pas des vies, mais c'est précieux. Parce que d'abord, c'est des vrais humains. Enfin, les acteurs, tous, les équipes, on est ensemble. On s'est donné un temps de recherche, de vie et de... Voilà, des spectacles avec beaucoup de monde et tout ça, c'est aussi des temps de travail assez longs. Donc, c'est un engagement qu'on se donne. Donc, moi, je crois au travail. Je ne crois pas à l'intime, je ne crois pas au côté famille. Enfin, bon, ça, on en a tous une et on ne la choisit pas forcément. Là, pour moi, on s'est choisi et c'est le travail et c'est l'œuvre qui nous unit. Donc, des fois, j'aime même de se dire qu'on se connaît à travers l'objet qui nous réunit.
Et que cette chose-là, je la pousse pour arriver même à se dire l'œuvre nous offre des possibilités de vie presque un peu au-dessus de la normale. Donc en ça, on joue comme un enfant. Quand il joue, il joue vraiment, il croit vraiment. Mais il sait que c'est faux. Mais c'est très important, et c'est un enfant qui joue pas, c'est un enfant qui va très mal. Enfin, et moi, il y a quelque chose, avec évidemment la conscience de qu'est-ce qu'on raconte, parce qu'on joue pas pour nous seuls. Enfin, pour moi, il y a vraiment la conscience de le public va devenir un partenaire. Pas tout de suite. Dans un premier temps, je pense pas beaucoup à lui. Mais je pense à lui dramaturgiquement, puisque je me dis toujours qu'est-ce qu'on raconte. La question du pourquoi, elle est très instinctive, mais je la mets au travail chaque jour. C'est-à-dire que j'essaye d'éprouver cette question, même très intime, de pourquoi je veux monter ça aujourd'hui. Mais je vais le faire par l'action. Je ne vais pas le faire en... Souvent, je comprends même un spectacle plus tard, en disant c'est marrant, comme quand même il n'y avait pas de hasard que j'ai choisi ça. Mais dans un premier temps, j'ai toujours l'impression de jouer un peu avec le hasard. En tout cas, avec une sorte de concordance de temps, avec l'instant présent, ce qui se passe dans le monde à ce moment-là, une sorte d'instinct, d'envie. Et cette chose-là, par contre, elle ne me suffit pas, c'est-à-dire qu'elle me porte comme un élan de jeu. Et après, je me dis, par contre, je veux travailler dessus. Et travailler dessus, mais avec tout le monde, tout en se disant, on va vers un chemin que j'ignore, et ça ne m'intéresse absolument pas de savoir où on va, ou même de se dire, évidemment, qu'à un mois après, on n'aurait pas fait le même spectacle. Mais ça, et peut-être qu'au cinéma, j'aurais vraiment cette difficulté du dernier jour, du montage, même si on est dépendant du tournage aussi. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Là, il y a quand même quelque chose qui... Je ne reprends plus jamais un jour de répétition une fois qu'on passe à la première. Tout ce qui est de l'ordre du changement est testé devant les gens. D'accord. Tout. Donc il y a quelque chose, je ne fonctionne que par note. En fait, c'est comme si la répétition devenait la représentation. Donc il n'y a plus de raccord Non, tout est en direct. Okay. Et moi, je suis dans la salle et j'assiste à ça. Donc on fait la même chose qu'en répétition, seulement avec les gens. À partir du moment où le partenaire des spectateurs entre en jeu, on ne l'enlève plus jamais de notre recherche. Parce qu'autrement, j'aurais l'impression de faire machine arrière ou tout d'un coup de dire il faut qu'on fasse un spectacle, alors qu'on ne s'est jamais posé la question. Maintenant, il est là, on continue à travailler, seulement il est quand même sorti de cette gestation un peu intestine. Il l'est vu de tout le monde, et maintenant, par contre, il faut qu'il grandisse. Et ça, il a besoin de soins, d'accompagnement. Il va se renforcer à des endroits, mais du coup, il va prendre un peu d'élan et se casser la figure à d'autres. Donc, en fait, c'est tout un accompagnement. Et là, j'ai encore un rôle à jouer. Mais il est moins fou, parce c'est un rôle d'accompagnant. C'est un rôle de tuteur, des fois. Juste de regarder, de savoir que... Mais c'est plus un rôle de création tel que je peux le vivre dans les répétitions, d'où évidemment ma place, qui est quand même très différente. Et mon vrai travail est celui des répétitions. Quand j'observe un petit peu ton parcours et quand je t'entends, j'ai l'impression que, et tu l'as dit d'ailleurs, petit à petit, tu rentres dans ce que j'appelle une douce radicalité. Oui. À la fois dans les thèmes que tu viens aborder et dans ta manière de travailler. Puisque aujourd'hui, et ça c'est pareil, alors je ne sais pas si on l'a dit aujourd'hui, mais je l'ai entendu évoquer hier, le but de ce spectacle, je ne sais pas si c'était un but, mais il y avait une grande envie de déthéâtraliser. Il y a assez peu de jeux de lumière pendant le spectacle, il y a assez peu d'effets sonores, la scéno est incroyable, mais ça ne bouge pas, alors que dans 8 ans ne font pas un jour, ça n'arrêtait pas, pour le coup c'était très théâtral. Est-ce que... En fait, comment t'en es venu à cette radicalité-là ? Par l'œuvre. Ouais. En fait, je crois que tout arrive de l'œuvre. Mais c'est par elle. C'est comme un moteur de choix. C'est-à-dire que je trouvais que à cet endroit-là, de me voir, par exemple, à travers la mise en scène, je trouvais ça insupportable. Mais c'était pas conscientisé. Je me suis pas dit, il faudrait qu'on me voie pas. C'est que quand je me voyais, je me disais, non mais au secours, quoi. J'ai rien à faire là. J'y suis, en plus. J'ai pas un problème de place, moi. Je me dis pas, je m'efface. Quand je dis dépossédé, c'est en toute coopération. Enfin, je veux dire, c'est des règles du jeu qui m'amusent, qui me plaisent, en fait, dans laquelle je suis sans qu'on me voie. Et ça me va. Et là, je sentais qu'il fallait que je radicalise.
en fait, que c'était que je suis sur la mise en scène. Autant les acteurs, c'est tellement le précieux de mon travail que je me dis, il y a tellement de différences avec les gens, que ça demande quand même un soin, comment dire les choses, comment ça doit arriver par eux. Mais aussi, c'est finalement moi qui avais des fois mis la graine. Mais voilà, il y a toute une... Il y a tout un art quand même, et ça change suivant les groupes. Autant le rapport à la mise en scène, c'est quand même un rapport de moi avec moi. Et ça, voilà, c'était vraiment un punching ball, quoi. C'est-à-dire que je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin là-dessus, sans pour autant en faire non plus une forme de radicalité qui dénonce ou qui serait même, parce que ce serait la même chose dans l'autre sens. Donc je sentais qu'il fallait qu'il y ait un endroit assez invisible. Et qui m'allait, et que je trouvais qui de toute façon suffisait, et que ça a été un geste pensé et travaillé pour le coup. Ça n'a pas été j'enlève en fait, c'est là, mais c'est pas très spectaculaire. Alors, c'était pas déthéâtralisé, c'était déspectacularisé. Okay. C'était le côté spectaculaire que je voulais pas. Ouais. Déthéâtralisé, on fait du théâtre, ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai, je suis content qu'on en parle parce que c'est un spectacle qui nous a pas mal divisés dans l'équipe au Théâtre des Célestins. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé en disant si c'est pour voir ça, je préfère le voir au cinéma. Ça m'évoque plus de choses. Donc je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que ça répond en fait à cette question. Toujours sur la radicalité et ta thématique du social, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est pour tous les invités. Mais j'essaie de choisir quelque chose qui correspond dans ce bel emballage du Théâtre des Célestins. Si. Alors, c'est un livre qui s'appelle Les cannibales en costume. Je ne connais pas. Et qui est écrit par... Enquête sur les travailleurs du XXIe siècle. Ouais. C'est le résultat de... C'est l'aboutissement d'un sociologue qui s'appelle David Courpasson, qui a passé sa vie à étudier les rapports au travail. Et donc là, il a compilé en fait toutes ces études, ces ethnographies. Et donc, il se pose la question du travail dans nos entreprises et des comportements qu'on y observe. C'est-à-dire comment on fait pour laisser passer des collaborateurs qui se font humilier devant nous et on ne dit rien. Parce que peut-être qu'on n'a pas envie d'être dans le viseur de la hiérarchie, parce que peut-être on a envie d'une promotion. Et je pense que ça va te plaire parce qu'à l'image de ton travail, on est sur de l'observation. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Non. C'est une photographie, en fait. Super. Qui est un peu ce que tu proposes dans Welfare aussi. Et c'est ce que propose aussi Wiseman, beaucoup. Exactement. Lui, il dit « je suis là pendant un temps », mais... il attend rien, en fait, il se dit pas j'espère qu'il va se passer ça. En fait, il se dit juste c'est une expérience humaine qu'il va capter. Mais c'est beaucoup plus de l'ordre de l'observation, effectivement, que de l'analyse. Et cette rencontre avec Wiseman, elle arrive à peu près au moment où tu prends la direction du théâtre Gérard Philippe. En fait, elle est une sorte d'alignement des planètes de tout ça, puisque en fait, Frédéric Wiseman, je le vois donc on présentait un conte de Noël aux Ateliers Berthier à l'Odéon, et il avait déjà vu mes précédents spectacles, notamment à la Comédie Française, et du coup c'est fin janvier 2020. Donc cette rencontre improbable quand même avec cet immense cinéaste. Tu connaissais son travail à ce moment-là ? Je connaissais son travail, je ne connaissais pas Welfare. Ok. Donc, de toute façon, son travail est tellement large que je connaissais un peu son travail, on va dire. Et donc, il m'a donné ce DVD-là. Il me l'a fait livrer. Je l'ai projeté chez moi. Et honnêtement, dans un premier temps, j'ai assisté à une œuvre. Je ne me suis absolument pas, moi, projetée dans l'éventualité de l'adapter. J'ai été saisie, et puis saisie aussi par cette rencontre. J'ai été, vraiment, quelques semaines après, nommée directrice à Saint-Denis, et la pandémie, fermée. Et donc, en fait, il y a eu quelque chose qui fait qu'on est resté en lien avec Frédéric Wiseman. Puis après, quand j'ai commencé ces premiers pas de direction au théâtre Gérard Philippe, avec un théâtre qui rouvrait, mais qui était encore fermé au public, la question, en fait,
sociale qui était rentrée quand même à l'échelle planétaire au cœur de nos vies. Oui, parce Elle que a été au je me permets de centre. préciser, tout le monde ne le sait pas, le théâtre Gérard Philippe, il n'est pas situé n'importe où. Non, il est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui était en plus le département métropolitain le plus touché par la pandémie. Donc on avait un territoire extrêmement en souffrance, de lien social aussi. Et donc nous, comment retrouver le sens même aussi de nos missions en tant qu'artiste de service public. Et là, moi, nouvelle mission de directrice d'un centre dramatique national, ça a été quand même sur des questions sociales. Le lien aux professeurs, le lien aux habitants, le lien aux enfants, le lien aux adolescents, le lien aux soignants, le lien aux soignés. En fait, puisque de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose à l'intérieur du théâtre, on s'est déporté sur le territoire. Et les gens aussi, ou les corps de métier, nous ont dit on a besoin de vous aussi, pour retrouver aussi énormément de liens qu'on a perdus et qu'on peut retrouver par rapport au théâtre. Et nous qui étions un peu en crise de foi dans nos métiers, c'est-à-dire quelle est notre place dans la société, quelle est notre nécessité, quelle est notre utilité aussi. Et ben moi, en tout cas, j'ai réappris et j'ai appris cette nouvelle mission via cet endroit-là. Et j'ai pris aussi des leçons d'humanité en voyant les gens au travail, les gens en solidarité. Enfin, ça a été vraiment une période d'observation pour moi extrêmement fertile. Et en tant que citoyenne, ça m'a beaucoup impactée. Et il y avait ce welfare quand même, que j'avais vu en noir et blanc dans mon salon comme un objet des années 70 à New York. Et il y a quelque chose au lien des centres sociaux, au lien de ces thématiques-là qu'on copartageait, ou que mes équipes, et notamment des relations publiques, portent au jour le jour, haut et fort, eh ben, cette réalité était quand même dans notre quotidien, dans notre présent. Et ces thématiques-là, elles n'étaient pas exactement les mêmes, et je serais incapable de faire un spectacle sur la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Enfin, nous, c'est notre vie, c'est notre travail, nous, on fait du théâtre là-bas. Je veux dire, seulement via Welfare, il y a quelque chose, en fait, qui était à l'intérieur de cette œuvre-là, qui m'avait été donnée avec 50 ans qui me séparent de Frédéric Waisman, 50 ans qui nous séparent du film, où tout d'un coup, quand même, notre présent pouvait s'infiltrer à l'intérieur de ces gens du passé pour pouvoir crier à travers une réincarnation quand même des voix d'aujourd'hui et des grandes nécessités sociétales et de l'importance aussi de nos services publics. Julie, je pense qu'on est en train d'arriver tout doucement vers la fin de l'émission. J'ai aucune idée du temps qui est passé. Je me permets de consulter. Ok, il est 10h20. Je crois que tu vas enchaîner dans pas trop longtemps avec une reprise de rôle sur le plateau. Je vais terminer en reparlant un petit peu de Welfare et de ce spectacle où j'aimerais quand même donner des clés aux spectateurs qui peut-être verront cette émission et peut-être verront le spectacle après ou l'ont déjà vu. La beauté de ce spectacle, c'est de voir qu'il n'y a rien qui va dans ce centre social, non. Du côté des demandeurs comme du côté des travailleurs. Et pourtant, tout le monde fait de son mieux. Et personne n'est vraiment méchant ou mauvais, en fait. Et on le voit très bien avec cette résolution à la fois du suprémaciste et de cette superviseur qui est là depuis un temps beaucoup trop long et qui ne monte pas. En fait, parce qu'elle est maltraitée, elle en devient maltraitante. Mais ça, on peut vraiment... c'est quand même des gens au travail, et comme tu le dis, ils font quand même de leur mieux. C'est les épuisés face aux fatigués. Mais personne n'est mauvais, en fait. Par contre, les mauvaises conditions de vie ou de travail peuvent nous rendre mauvais. C'est pas qu'on est mauvais, mais même le suprémaciste, en fait, on se dit c'est une victime. Ce qu'il dit est monstrueux. Mais est-ce que c'est un monstre, lui ? On en a fait un monstre, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand il déroule tout son récit, il cherche une victime par la haine,
Mais en fait, il est le fruit d'un abandonné quand même, parce qu'il n'est pas reconnu en tant qu'ancien combattant, un abandonné médical, parce que sa maladie n'est pas reconnue. En fait, il est mis au banc, donc il cherche des responsables. Donc la haine de l'autre, l'impression qu'on a pris sa terre, qu'on a pris sa place, mais c'est pas raisonné, c'est pas raisonnable ce qu'il est en train de dire. Alors oui, tout d'un coup, on assiste, ça ne va pas, on assiste même voilà, au monstrueux, mais il y a quelque chose derrière qui fait que même le personnage de la superviseure dire j'en peux plus, et du coup, parce que j'en peux plus, je peux moi-même faire quelque chose que je ne supporterai pas de moi. Tout comme un soignant peut dire là, je peux faire une erreur, ou je peux devenir maltraitant par manque de temps, et donc il y a quelque chose qui s'infiltre. Mais s'il n'y a pas la volonté de bien faire, ça ne s'infiltre pas. C'est parce qu'il y a la volonté d'aider. Et elle dit d'ailleurs, parce qu'on est dans le social, on n'a pas le droit de se plaindre, hein, c'est ça. Merci beaucoup, Julie Déliquet. Merci. Et Welfare, ça... Vous partez où, là? On est à Lyon, vous partez où après? Là, on part à Brest, Saint-Brieuc, Genève, Limoges, Lille. Okay. Oui, il y a Saint-Étienne. Non, on a Perpignan. Oui, on a une très belle tournée. Je dois en oublier. Là, je vois la carte de France. Mais, okay. Mais oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci.